Julia. Aujourd'hui, ça a été un jour de rendu d'études, des études qui sont parues de la part de la Commission européenne. Elle a parlé de l'étude des semences. Moi, je vous parlerai un petit peu de celle sur les nouveaux OGM. Et essayer de décrire la situation qu'on a en France depuis quelques années. Euh, je travaille dans une association qui s'appelle InfoGM, donc qui fait de l'information sur les OGM depuis une vingtaine d'années. Nous avons en France un conseil d'État qui a qui a été sollicité par diverses organisations, on va en parler, en France, et qui a rendu en février 2020 une décision disant que les plantes qui sont issues de nouvelles techniques de mutagénèse et qui sont les plantes obtenues in vitro, principalement après 2001, doivent toutes être considérées comme des OGM. De comprendre pourquoi cette étude était tant attendue aujourd'hui et comprendre d'où vient l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de juillet 2018 qui avait stipulé que tous les produits obtenus avec les nouvelles techniques de modification génétique étaient des OGM et les conséquences que ça a eu d'abord en France et que ça aurait dû avoir après dans l'Union européenne. On sait que les OGM sont régis dans l'Union européenne par principalement deux textes, la directive 2001-18 sur la dissémination des OGM dans l'environnement, le règlement 1929-2003 sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Dans les deux cas, les définitions sont presque similaires. Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'un OGM, c'est un organisme dont le matériel génétique a été modifié. Et la partie très importante, c'est que ça a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle. Donc, cette notion de ce qui se fait dans la nature va être très important pour la suite. Il se trouve que dès le départ, cette directive donne des exemptions des cas pour lesquels la directive ne s'applique pas, même si elle reconnaît qu'on a affaire à des OGM, mais la directive ne s'applique pas. Et dans ces exemptions, on va le voir, il y a la mutagénèse. La mutagénèse qui donne des OGM, mais qui est exclue du champ d'application de la loi européenne. Donc, dit comme ça, on a un peu l'impression que finalement, tous les produits issus de mutagénèse sont tous exemptés, et on va voir que ce n'est pas exactement ça. Pourquoi il y avait des exemptions ? Parce que la mutagénèse, on va le voir, s'applique depuis les années 50, même un petit peu avant, sur des plantes entières, des morceaux de plantes. Et comme ça fait très très longtemps, donc plus de 50 ans qu'on applique cette technique sur plantes entières, il y a un considérant dans la directive 2001-18 qui dit que cette directive ne s'applique pas aux organismes qui sont obtenus au moyen de techniques qui ont été traditionnellement utilisées pour des applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. On se doute que si 50 ans après la mise au point de certaines variétés, on commence à changer la réglementation, c'est compliqué parce que beaucoup de gens utilisent des variétés qui sont issues de cette mutagénèse des années 50. On va voir tout à l'heure un peu plus en détail ce qu'est ce qu'on appelait la mutagénèse aléatoire. Rapidement, les OGM en Europe, vous avez peut-être suivi pour les plus vieux d'entre vous l'arrivée des cargos de soja transgénique qui venaient des États-Unis.
et le journal Libération qui avait titré Alerte au soja fou dans un contexte où on était en pleine crise de la vache folle. Et donc là, on avait affaire à des OGM transgéniques, hein, les premiers OGM, si on exclut les OGM issus de ces fameuses mutagénèses des années 50. Dans l'histoire, je vous le fais très rapidement, dans l'Union européenne, il y a eu des combats très forts dès le début pour empêcher des essais d'OGM, empêcher des cultures d'OGM. Et ces combats ont fait que rapidement, il n'y a plus qu'un seul événement de transformation autorisé dans l'Union européenne, le Mont 810, donc la seule culture qui a été autorisée dans l'Union européenne et qui l'est toujours aujourd'hui, c'est un maïs Mont 810. Je parle bien de la culture, sachant qu'il y a énormément de plantes OGM autorisées à l'importation pour notamment l'alimentation animale. En France, il y a eu différents moratoires qui avaient été pris. Une loi carrément en 2014 qui interdisait la culture de tous les maïs OGM. Et en 2015, au niveau européen, une directive est venue dire, on l'a appelé le opt-out européen, est venue dire que chaque pays finalement avait la liberté de choisir, même si l'OGM était autorisé au niveau européen, chaque pays avait la liberté de choisir s'il voulait le cultiver ou pas, l'autoriser à la culture ou pas. Seuls 2 pays aujourd'hui cultivent des OGM encore dans l'Union européenne, le Portugal et l'Espagne, mais dans des très petites quantités. Ça, c'était pour ce qui concernait essentiellement donc les OGM transgéniques. Et puis, d'autres techniques sont arrivées que les militants ont appelé les nouveaux OGM, que les promoteurs de ces techniques ne veulent surtout pas appeler des OGM, et c'est là qu'est toute la discussion. Ces nouvelles techniques sont appelées des nouvelles techniques de sélection ou de l'édition génomique. On entend souvent ce terme qui est totalement inapproprié puisqu'il nous fait penser à l'édition d'un texte avec les mêmes fonctions informatiques du rechercher, couper, coller, alors qu'un génome, ce n'est pas du tout ça, mais c'est pourtant l'image qu'on utilise toujours. Donc, ces nouvelles, dans la mutagénèse, on avait ce qu'on appelait donc la mutagénèse aléatoire des années 50. Et la mutagénèse, ensuite, on dirigeait. Diriger, ça veut dire qu'au lieu de faire muter un peu n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, on arrive à être plus précis dans les lieux de mutation avec différentes techniques. Dans la mutagénèse aléatoire, ce que je vous disais tout à l'heure, elle pouvait avoir lieu carrément dans des champs, sur des plantes entières, des graines, des organes de plantes. Et il suffit de bombarder finalement ces plantes, ces organes, ces graines avec des rayonnements gamma ou X ou des substances chimiques pour provoquer des mutations, mais des mutations non dirigées. Donc, ce que je vous disais, ces plantes-là, elles sont exclues totalement de l'application, même si elles sont reconnues comme étant des OGM, elles sont exclues de l'application de la directive 2001-18. Et donc, il n'y a pas eu a priori une évaluation, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, il n'y a pas non plus d'évaluation a posteriori, comme on peut avoir pour les plantes OGM. Ces mutations ont lieu en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et il y a une inscription
volontaires, des déclarations volontaires dans une grande base de données pour essayer de suivre ces variétés qui sont plus de 3000 aujourd'hui. Dans les nouvelles plantes, il y en a qui ont été rendues tolérantes à un herbicide par mutagénèse aléatoire, comme du tournesol, Clearfield ou Express Sun, tout en nous disant que ce n'était pas des OGM ou que c'était exclu du champ de l'application de la loi. Et en fait, en faisant des recherches, on s'est rendu compte, par exemple, pour le colza Clearfield, qu'il s'agissait d'une multiplication in vitro de cellules de pollen. Et là, on n'est plus du tout dans le cas d'une obtention qui aurait pu se faire naturellement. Donc, il s'agit évidemment d'un OGM. Puisque c'est une étape donc, qui s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle, comme on l'a dans la définition de la 2018. Les nouvelles techniques de mutagénèse, bon, on va passer un peu rapidement sur les techniques elles-mêmes. Qui sont par oligonucléotides et avec ou pas utilisation d'une nucléase. Nucléase, ça veut dire une enzyme qui va couper l'ADN et qui va la couper dans des endroits précis, comme je vous disais tout à l'heure. Le fameux CRISPR dont tout le monde parle, c'est un exemple de nucléase. Donc, il y a d'abord un principe de guider la nucléase jusqu'à un endroit précis et ensuite couper l'ADN pour soit le faire se réparer avec un oligonucléotide qui a été mis, soit essayer donc d'insérer un caractère qui a été choisi par l'obtenteur. Il y a parfois le besoin, durant ces phases d'introduction de ces nucléases, d'utiliser également la transgénèse. Donc, on a des nouveaux OGM qui sont déjà dans les champs en essai, par exemple en Grande-Bretagne ou en Belgique, avec de la cameline qui a été modifiée avec l'outil CRISPR en Grande-Bretagne, un maïs aussi en Belgique avec l'outil CRISPR. Mais on a aussi, au-delà des essais en Europe, on a aussi des produits déjà commercialisés en Amérique du Nord, comme un soja de Calixte ou un colza de Cibus. Cibus qui dernièrement se défend que son colza ait été obtenu par une mutagénèse dirigée par oligonucléotides comme il l'avait annoncé au départ, et qui affirme maintenant qu'il s'agit d'une mutation spontanée. On voit dans un cas pareil que les contrôles sur l'obtention de ces variétés sont importants pour qu'une entreprise ne puisse pas affirmer n'importe quoi. On a aussi dans les nouveaux OGM un tilapia, un poisson qui a été autorisé en Argentine. Mais parce que obtenu avec une nouvelle technique, l'Argentine l'a considéré comme non OGM et donc il est actuellement commercialisé sans étiquetage. Ces techniques, contrairement à ce qu'affirment leurs promoteurs, sont des techniques qui laissent des traces. Dès qu'on fait une multiplication in vitro d'une cellule, de toute façon, on va entraîner des mutations et c'est une façon de multiplier du matériel qui ne s'effectue pas naturellement. Et à partir de là, on obtient des OGM réglementés. On va voir toute cette saga qui a conduit le Conseil d'État en France à saisir donc la Cour de justice de l'Union européenne. Ce qui est important de retenir, c'est que on nous dit, les promoteurs de ces OGM nous disent qu'ils ne laissent pas de traces ou qu'ils ne sont pas différenciables de produits naturels. Et en fait, toutes ces manipulations laissent des traces à chaque fois, et donc ce qu'on appelle des signatures, et on peut les détecter, les reconnaître pour peu qu'on s'en donne les moyens.
À partir du moment où on peut les détecter, les reconnaître, les tracer, on peut bien entendu aussi les étiqueter. Donc, il y a une bataille vraiment très forte et on l'a vu encore aujourd'hui dans le contenu de l'étude rendue par la Commission européenne, puisque à plusieurs endroits, on nous dit que les OGM, les nouveaux OGM, ne sont pas différents d'OGM qu'on aurait pu obtenir de façon naturelle. Avec ce que je viens de vous dire, en fait, à chaque fois, c'est différent pour peu qu'on se donne les moyens vraiment de regarder. Donc, il se trouve que pourquoi la Commission, dans la 2001-18, dans la directive 2001-18, dit que ces produits qui ne sont pas obtenus naturellement sont des OGM, parce qu'on regarde effectivement la façon dont les produits sont obtenus. On ne regarde pas que le produit final, comme dans certains pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis ou au Canada aussi, où on ne va pas s'intéresser aux méthodes d'obtention, mais uniquement au produit final. Et on va faire jouer cette notion d'équivalence en substance. Là, l'Union européenne a choisi depuis très longtemps d'appliquer le principe de précaution et de considérer à la fois la technique d'obtention et le produit final, sachant que la technique n'est jamais neutre et peut, comme je vous le disais, engendrer des effets hors cible et ensuite qui ont des impacts sur l'environnement ou la santé. L'enjeu fort, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on rentre dans cette législation, on est avec des évaluations avant la mise sur le marché et on est avec un étiquetage qui permettra aux consommateurs ensuite de choisir en connaissance de cause. En France, donc, en 2014, plusieurs organisations, depuis des organisations syndicats paysans comme la Confédération paysanne, les Amis de la Terre, donc des associations qui s'occupent plutôt d'environnement, puis tous ceux qui étaient sensibilisés à la fois à l'agriculture bio, aux OGM, les gens qui étaient très proches des faucheurs volontaires aussi. Toutes ces organisations ont demandé au Premier ministre un moratoire sur les variétés rendues tolérantes aux herbicides. C'est ça que veut dire le sigle VRTH. Donc des variétés qui, pour la plupart, sont obtenues par mutagénèse. Et en France, il y a un décret qui avait été pris disant que la mutagénèse était exclue de la réglementation donc, sur les OGM. On a vu que c'était effectivement dans la directive 2001-18, mais pas sur les nouvelles mutagénèses. Donc, c'est là que l'enjeu se passe. Après avoir demandé au Premier ministre ce moratoire et face à une non-réponse, ces mêmes organisations ont saisi le Conseil d'État quelques mois plus tard, lequel Conseil d'État a ensuite, à plus d'un an après, a posé ce qu'on appelle des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne avant de pouvoir se prononcer. Entre-temps, la ministre de l'Environnement avait saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, qui a rendu son rapport 4 ans après, et dans son rapport, l'ANSES disait qu'elle n'avait pas assez de données pour pouvoir se prononcer. Donc, le Conseil d'État en France saisit la Cour de justice de l'Union européenne et 1 an et demi plus tard, cette Cour de justice rend un arrêt qui donc dit que les techniques de mutagénèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l'adoption de la directive 2001-18 donnent toutes des OGM réglementés.
Donc là, c'est la base vraiment importante et cet arrêt, il faut en avoir conscience, quels que soient les débats qui puissent y avoir aujourd'hui, cet arrêt est d'application non seulement, bien entendu, pour la France, puisque c'est le Conseil d'État qui l'avait sollicité, mais il est bien entendu, puisque c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui le prend, il est d'application évidemment dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, on rappelle que les OGM, les produits qui venaient de mutagénèse aléatoire qui étaient traditionnellement utilisés, ceux-là, ce n'est pas des OGM. Par contre, ceux qui ne sont pas traditionnellement utilisés, donc principalement avec des techniques principalement développées depuis la 2018, donnent tous des OGM réglementés. La Cour de justice a simplement appliqué le principe de précaution, puisqu'il est impossible d'exclure finalement du champ d'application de la directive des organismes dont on n'a aucune idée des impacts. Donc, simplement en appliquant le principe de précaution, il y a une logique à avoir pris cet arrêt. Une fois que la Cour de justice effectivement a pris cet arrêt, le Conseil d'État s'en est emparé et 1 an et demi plus tard a pris une décision finalement face à la demande donc, des organisations en disant que toutes les techniques de mutagénèse dirigée, mais aussi la mutagénèse aléatoire in vitro, apparu postérieurement à la date d'adoption de la directive ou qui s'était principalement développé depuis cette date, donne des produits soumis aux obligations imposées aux OGM, donc donne des OGM. Voilà. Donc c'est vraiment important. On voit qu'il y a cet ajout de la notion de mutagénèse aléatoire in vitro, cet ajout par le Conseil d'État. Il y a des variétés qui sont concernées par cette décision du Conseil d'État. Ça a été compliqué d'essayer de voir exactement quelles elles étaient, puisque on n'a pas d'informations systématiques, jusqu'à maintenant du moins, sur les méthodes d'obtention des variétés inscrites au catalogue. Donc, il a fallu rechercher dans les brevets, dans des articles scientifiques. Et a priori, les variétés qui sont concernées seraient du colza Clearfield, des tournesols Clearfield plus, et des betteraves et des endives. Bon, il y a d'autres variétés comme les tournesols Clearfield, Expresson, etc., qui seraient de la mutagénèse traditionnelle et donc exemptée. Ça, c'est certains organismes de recherche en France qui nous l'affirment, mais sur la base des déclarations des obtenteurs, donc des choses qui seraient effectivement à vérifier. Donc le Conseil d'État avait du coup enjoint le gouvernement à faire plusieurs choses. D'une part, dresser la liste des techniques qui étaient utilisées pour des applications, diverses applications dont la sécurité est avérée depuis longtemps, de façon à être clair que cette technique-là ne donnait pas, enfin donnait des OGM, mais des OGM exemptés. Et puis, par rapport aux variétés rendues tolérantes aux herbicides, il fallait prendre des mesures de précaution en mettant en place des procédures d'évaluation. Donc ça, le Conseil d'État avait demandé au gouvernement de faire ça avant le 7 août 2020. Il avait également demandé, avant le 7 novembre 2020, de mettre à jour le catalogue des variétés, puisque certaines variétés, finalement, après cette décision du Conseil d'État, sont déjà dans le catalogue des variétés, mais comme maintenant on est sûr que c'est des OGM, elles n'auraient jamais dû y être, donc il faut les enlever. Donc il fallait mettre à jour ce catalogue avant le 7 novembre 2020. Et on sait que le catalogue européen des variétés, c'est la somme des catalogues
nationaux. Et donc, en enlevant des variétés dans le catalogue français, on enlevait des on enlevait des variétés dans le catalogue européen. Et le gouvernement français, du coup, a également fait la liste de certaines variétés qui étaient dans le catalogue européen, mais pas dans le catalogue français, pour signifier aux autres États qui avaient inscrit ces variétés qu'il fallait également qu'ils les enlèvent. Donc, ces décrets, ces projets de décrets ont été rédigés. Il y a un projet de décret, 2 projets d'arrêté avec les listes des variétés, mais ce projet a été notifié à la Commission européenne pour qu'elle donne son avis. Et la Commission européenne a répondu par un avis circonstancié, qu'elle n'était pas d'accord avec ce projet. Il se trouve qu'aujourd'hui, à la conférence de presse, il y avait la directrice de la DG Santé, à qui j'ai posé la question et qui disait, mais en fait, la France s'est trompée parce qu'elle a pris dans sa liste des colzas qui, pour nous, Commission, ne sont pas du tout des OGM. Et donc, c'est ce qu'on a répondu au gouvernement français. Maintenant, on attend que le gouvernement français nous prouve quelque part que c'est des OGM ou qu'on arrive à se mettre d'accord là-dessus. Mais c'est pour ça que nous, Commission européenne, on a répondu que cette liste n'était pas valable. Toujours est-il que, vu que la Commission européenne a répondu au gouvernement par un avis circonstancié, le gouvernement profite de cette réponse de la Commission européenne pour justifier sa non-action, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'on parle de projet de décret, de projet d'arrêté, mais ça restait au stade de projet. C'est jamais allé plus loin. Et donc, les organisations qui, il y a quelques années, avaient donc attaqué en Conseil d'État ont de nouveau attaqué en Conseil d'État le gouvernement pour inaction du gouvernement. Et ce qui s'est passé, c'est... Alors, il faut encore qu'on obtienne les textes pour vérifier ces informations, mais a priori, c'est ce qui s'est passé. Le Conseil d'État a constaté la non-exécution partielle de son arrêt et des obligations qu'elle avait données au gouvernement, et donc engage une procédure juridictionnelle en envoyant une note d'abord au Premier ministre, qui aura jusqu'au 12 mai pour répondre à cette note. Et d'après ce qu'on a compris, s'il y a la non-exécution de la décision du Conseil d'État continue, le Conseil d'État pourra prononcer une astreinte de 10 000 € par jour jusqu'à ce que le gouvernement s'exécute. Quant à l'avenir de cette directive 2001-18 qui, on l'a vu, nous permet d'encadrer tous ces nouveaux produits issus des nouvelles techniques, des nouvelles mutagénèses, des mutagénèses dirigées, et de les encadrer comme des OGM, au vu de ce qui s'est fait, de ce qui a été produit aujourd'hui dans l'étude, je crois qu'on peut se dire que la directive va avoir des jours un peu mouvementés devant elle, puisque là, il n'y a pas de proposition précise pour dire que cette directive va mourir. Il y a simplement un constat de la part de la Commission de dire que cette directive n'est pas adaptée aux nouveaux OGM et il va falloir la faire évoluer et l'adapter. Donc, pas de proposition précise, mais en tout cas, une direction très claire de la volonté de la Commission de vouloir faire évoluer cette directive, voire la changer, et sans doute de sortir dans un premier temps, ça c'est ce qui est paru au moment de la conférence de presse qu'il y a eu tout à l'heure, au moins des OGM, par exemple, ceux qui sont issus de cisgénèse ou des OGM qui sont vraiment très proches, d'après la Commission, de produits qu'on pourrait obtenir naturellement. L'argument, c'est de dire ces produits-là, il n'y a aucune raison
qui continuent à être réglementés aussi fort. Donc, on va essayer de voir comment finalement ne pas leur faire subir tous les requis de la législation OGM et de la 2001-18. Donc, ça veut dire faire évoluer la 2001-18. Voilà. Donc là, il y aura un rôle très important des organisations de la société civile. Sinon, le risque est bien entendu d'avoir une invasion de nouveaux OGM sur nos marchés. Voilà. Merci.